Tu as pris les frais de scolarité de la 3e année pour aller payer l'avance pour... J'ai fait ça. Je suis une femme pragmatique, passionnée par tout ce que je fais. Mon nom c'est Michelle Rolland Deguenon. Quand j'étais en première année, j'étais recrutée en tant que commerciale. J'étais rémunérée à 30 000 francs CFA. En démarrant l'entrepreneuriat, j'avais décidé de quitter aussi la maison. Qu'est-ce qui a été compliqué en tant que femme en fait pour t'imposer dans le domaine? C'est l'acceptation des pertes. Mon idée était claire, c'était de lancer la marque. Est-ce que tu savais que tu voulais créer en fait une grosse structure comme ça? Non, c'est ça, je te disais. J'étais focus sur créer une marque. Ta première formation, vous étiez combien? J'ai eu une personne. De 1, je suis passée à 10. Waouh. Avant de commencer la première promotion. Chaque année, vous formez à peu près combien de personnes? Aujourd'hui, Estam est à près de 800 étudiants sur tous les 4 sites. Une fois en plein atelier, là, j'avais envie de couler les larmes. Je suis sortie de l'atelier, je suis rentrée dans la voiture. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je suis rentrée encore dans l'atelier et j'ai repris encore avec les gars. Dieu m'accompagne et j'ai toujours l'énergie nécessaire pour rebondir. Bienvenue, Michelle. Merci, Honoré. Comment tu vas? Je vais super bien. Ouais. Là, mon visage montre que je vais super bien. Ouais, ça va. Ça va là. Ok, d'accord. Tu sais, ça me fait très, très plaisir de t'avoir en fait aujourd'hui sur le média. Il faut dire que quand je suis arrivé, ça fait 3 mois actuellement, et je suis arrivé au départ, j'avais du mal à trouver des femmes ici au Bénin. Des femmes avec un fort impact. Enfin, comme je connaissais personne, je demandais aux gens dans la rue, aux entrepreneurs que j'ai rencontrés et tout. Mais plusieurs fois, c'est un nom qui est venu. En fait, parmi les femmes qu'on a proposées plusieurs fois, même quand on était avec Herman, le fondateur de FEDAPI, il m'a dit direct, en fait, c'est toi. Et quand, comment on appelle, même avec mes camarades et choses qu'on appelle mes collaborateurs avec qui on travaille et tout, ils m'ont dit plusieurs fois. Et je me suis toujours posé la question, j'ai fait comment? On me dit peut-être si je vais aller à l'école, je ne serai pas à l'école. Ou peut-être plus tard, si je vais en faire la boutique, c'est pas sûr que je te vois à la boutique. Donc, j'étais là juste, en fait, je me dis, bon, vas-y, comment en fait on fait pour gérer ça? Donc, c'est pour ça que quand après, Benny m'a mis en relation, je me suis dit, même si c'est le dernier jour, il faut que je fasse de telle sorte, en fait, à pouvoir avoir une interview. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir partagé. C'est vrai que tu me sors de mes habitudes. Ben, c'est ça aussi. En fait, c'est aussi l'objectif de ce média, c'est faire mettre de la lumière sur des personnes qui sont dans l'ombre, mais qui font des choses incroyables à leur échelle. Donc, c'est aussi pour ça. Mais bon, avant d'aller beaucoup plus dans les détails, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, évidemment, avec plaisir. Moi, je suis une femme très pragmatique, beaucoup bienveillante et surtout passionnée. Passionnée par tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, ou tous les projets sur lesquels je travaille, ce sont des projets qui me passionnent. Alors, mon nom, c'est Michelle Rolland Deguenon, la fondatrice de la marque Michelle Deguenon, qui est une marque spécialisée dans la maroquinerie et la cordonnerie. Et également, j'accompagne tout passionné de la mode à réaliser leurs rêves dans les métiers de la mode à travers Estam, qui est une école de formation spécialisée dans la mode. Nous existons depuis 2018. Voilà. Wow. Incroyable. Merci. Mais là, derrière, en fait, la marque est arrivée avant l'école, c'est ça? Non, non, du tout pas. On a eu l'école avant la marque. Alors, je m'explique un peu comment est-ce que ça a commencé. Déjà, il faut noter que j'ai fait les études universitaires. J'ai fait un bac chez 2. Après, j'ai fait l'INEAM. J'ai fait également le campus, la science juridique. C'est vrai que j'ai fait 2 années là-bas. OK. Mais à l'INEAM, j'ai terminé, j'ai fait la licence. Et après, j'ai poursuivi en gestion des projets pour le master. Aujourd'hui, je fais beaucoup de certifications je fais beaucoup de certificats pour pouvoir améliorer mon niveau en fonction de l'évolution du secteur de la mode et également de l'éducation. De l'éducation, de tout ce qu'on peut apprendre de nouveau en tant que chef d'entreprise. Et donc, au côté de ça, j'ai eu à travailler dans des entreprises. Mon premier job remontait à quand j'étais en première année. OK. Quand j'étais en première année, j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise de communication événementielle et d'entretien. Donc, moi, j'étais recrutée en tant que commerciale et j'allais négocier
des marchés d'entretien, de nettoyage pour cette entreprise-là. Je me rappelle que j'étais rémunérée à 30 000 francs CFA. Par mois? Oui. Et pour moi, c'était beaucoup. Okay. Pour moi, c'était beaucoup parce que, j'étais en première année. C'était ma première expérience sur le terrain. Et donc, en tout cas, j'étais emballée parce que je voulais vraiment ne pas finir et ne pas rester à la maison. Donc, je ne voudrais pas attendre la fin de ma licence, commencer par chercher un boulot. On va me dire, tu n'as pas d'expérience. Donc, franchement, j'étais très là. Et même pour la petite expérience, bien que je me dise, j'aime rester cachée, je me rends compte que j'aime occuper des postes de responsabilité. Parce qu'en première année, il y avait un club chez nous qu'on appelait Vision Marketing et Solidarité à l'INEAM. Donc, quand j'ai démarré les cours à l'INEAM, j'étais d'abord la coordonnatrice adjointe. OK. Voilà, j'ai intégré le club, coordonnatrice adjointe. Et l'année qui a suivi, j'étais la présidente du club. Donc, franchement, c'était quand même de très bonnes expériences. Pour mon premier emploi, il fallait que je quitte la maison. Je reviens à la maison très tôt. Parce que mon père ne pouvait pas savoir que j'allais travailler. Ah et même quand il serait en train de regarder cette vidéo, il va se rendre compte que, bon, tu faisais ça, tu m'as eu. En fait, mon papa, c'est quelqu'un de très rigoureux, en fait. Le portail est ouvert, mais tu ne peux pas sortir. C'est ouvert, hein? Tu ne peux pas sortir. Non. Donc, en fait, j'ai négocié avec mes patrons d'alors, que je remercie, parce qu'ils m'ont compris. Je pense que c'est la nature qui a été clémente. Ils m'ont compris. J'ai dit, écoutez, messieurs, moi, j'ai envie de travailler avec vous, mais je ne peux pas rester au-delà de 18 heures. Sinon... Le vieux, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Je ne pourrais pas me justifier devant mon père. Donc, je suis disponible à travailler de 7h jusqu'à 18h, même non-stop si vous voulez, mais à 18h, je dois rentrer. Je ferai de mon mieux pour pouvoir atteindre les objectifs que vous me fixez. Et heureusement pour moi, ils ont accepté. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais en train de finir tout doucement la première année et on entrait dans une phase de congé et tout ça. Donc, ça rimait. Et voilà, j'ai fait mes premières expériences. Je pense que j'ai fait 3 à 6 mois avec eux avant de continuer sur autre expérience. On commençait déjà les cours. Donc, ça rimait déjà avec le démarrage des cours où je n'aurais plus trop le temps de venir encore parce qu'il fallait passer le BTS. D'accord. En ce moment, il y avait encore le BTS, donc j'ai fait BTS Action commerciale. Okay. Du coup, il fallait se concentrer un peu plus. Et tu t'imagines, c'est en cette période-là que j'étais la présidente du club. OK. Donc, plusieurs responsabilités. Plusieurs responsabilités. J'avoue que ça me stressait un peu. Dans ce stress-là, j'ai eu quand même à gérer la 10e édition de la FESMAC, Foire estudiantine de marketing et action commerciale. Okay. Et c'était pour moi la première fois où j'ai pu négocier un sponsoring. OK. Tu vois, en tout cas, c'est des choses assez intéressantes. C'était avec Sorémac, le DG. Je pense que j'ai pas regardé son nom, mais c'est un Européen quand même. Et il m'a reçu pour la première fois, après une deuxième fois, et je crois qu'ils ont dit, on va vous accompagner et tout ça. Après, il y a eu des entreprises également qui ont participé. Je pense qu'il y avait Move, qui avait pris des stands. Il y avait également toute autre entreprise. Il n'y avait pas de sélection. C'était pas select, mais on a pu rassembler plus d'une dizaine d'entreprises autour la foire. Et c'était également l'occasion pour mes collègues qui sont en action commerciale, étudiants comme moi, de pouvoir mettre en pratique tout ce que vous apprenez en thé. Exactement. Donc, à l'issue de cette foire, je pense que j'ai aussi innové avec la journée de l'étudiant en marketing et action commerciale. Okay. Donc, on a même fait un t-shirt, on a fait une sortie d'entreprise. C'était toujours dans l'optique de mettre en pratique ce qu'on a reçu, les négociations, essayer comment ça va. Donc, ça a commencé comme ça. Et après, j'ai trouvé une autre entreprise dans laquelle j'ai travaillé également. Je pense que c'était avec Luz Group. Okay. Là, j'étais recrutée d'abord en tant que commerciale. Toujours commerciale. Toujours, ça part de là. Tu as toujours vendu quoi? J'ai toujours vendu. Okay. Et là, on vendait des salades de fruits. Donc, j'ai fait un peu de vente, un peu ambulante, je vais dire, parce que j'allais au stade de l'amitié
proposer ça à tout le monde, à plein de personnes. J'allais également à l'intérieur, dans l'enceinte de la piscine du stade, proposer ça à des personnes. Je voulais vendre le maximum possible pour avoir le salaire à la fin du mois parce que tu étais sur des objectifs. C'était de très belles expériences parce qu'après, le niveau de commercial, je suis venue assistante de la direction de ma patronne de ce temps-là. Et à ce niveau, j'ai appris à gérer les humains. On était une équipe réduite de personnes. On n'atteignait pas la vingtaine, mais quand même, j'ai appris comment parler à son collègue. J'ai appris comment se retenir lorsque vous êtes à bout de souffle. Franchement, j'ai appris ça avec elle. Et j'ai appris également à me projeter. Parce que en même temps, j'étais assistante de direction, mais en même temps, il y avait la partie commerciale qu'il ne fallait pas négliger. Et c'est avec elle que j'ai eu l'occasion d'aller sur un défilé, d'aller sur des foires à connotation mode. Okay. À connotation mode, parce qu'elle avait également un atelier de mode spécialisé dans le sur-mesure et elle avait par la suite créé également une école de mode. Donc, je suis restée sur le côté commercial et sur le côté atelier et après sur le côté école. J'ai même démarré ma formation avec elle. En même temps, je faisais déjà mes accessoires de mode. Parce que j'ai remarqué que sur les foires, on dit, qui ont connotation de mode, il n'y a pas... Je remarque très peu des artisans qui font les sacs et tout. Et même il y avait, au cours d'un défilé, les mannequins étaient laissés à leur bon vouloir à se chausser et à accessoiriser la tenue. Donc ça m'a fait un tic. Oui, c'est un mode qui m'intéresse parce que moi je suis passionnée par le beau. J'aime tout ce qui est beau, j'aime l'art en fait. Quand ça a une définition, quand ça a une histoire, j'adore. Donc, je me dis, et si on s'intéressait un peu plus à ce côté-là? Et je scrolle un peu, je remarque une dame qui m'inspire aussi beaucoup, Nana Was. Je dis, il y a une personne qui le fait, mais après elle, je n'en connaissais pas autre personne. Et je pense qu'elle est vraiment orientée vente, elle n'est pas orientée dans la formation. Donc, j'ai commencé par rechercher et tout ça, qui pouvait m'aider à faire une formation, comment est-ce que je pouvais le faire et tout ça. Et j'ai rencontré une qui s'appelle Apelika qui m'a formée. Elle m'a formée, c'était un masterclass très court. J'ai fait la formation chez elle et après, j'ai voulu continuer dans une formation de très longue durée, mais bon, malheureusement ou heureusement, elle n'était plus disponible pour ce genre de formation-là. Et j'ai commencé un peu plus des recherches approfondies sur YouTube, de l'auto-formation pour approfondir mes recherches. Et également, j'ai rencontré des Togolais qui m'ont également formée dans le patronage d'un sac. Et ça m'a beaucoup aidé, le patronage d'un sac. Et c'est eux qui m'ont donné les bases. Comment est-ce qu'on dessine ça? Comment est-ce qu'on prend les mesures? Comment est-ce que on peut le transformer? Parce qu'après avoir fait le patron, il faut le transformer en fonction des courbes que vous voulez avoir. Exactement. J'ai appris ça avec eux. Et voilà, je me suis dit, voilà. Mon idée était claire, c'était de lancer la marque. Tu vois, tout ce que je faisais là, c'était clair, c'était de lancer la marque. Mais après, je m'assieds, je dis, mais tu es sûr que c'est la marque? Avec tout ce que tu as vécu avant de trouver une formation là, tu penses que c'est la marque? Je me suis dit, non. Tu es commercial, tu as fait le marketing. J'ai discuté avec 2-3 camarades et tout pour avoir leur feedback sur. Et écoute, et si tu avais une fois l'occasion d'exercer dans un métier qui te passionne? Je dis, ouais, je pourrais le faire. Parce que là, maintenant, j'ai fini les études. Les parents, je les ai déjà remis le diplôme. J'ai dit, d'accord. C'était une étude très rapide, ce n'était pas une étude assez structurée de marché et tout. J'ai dit, d'accord, je me lance. Je suis allée voir une connaissance en son temps. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de lancer une formation parce que j'ai remarqué qu'il y a un besoin un manque, je voulais dire, un manque de formation en accessoires de mode. C'est comme ça que je l'appelais au début, en accessoires de mode. Donc, je veux lancer une formation pour améliorer ces états de choses. Il dit, OK, il faut lancer la formation. C'est tout ce que la personne a répondu. OK, lance. Je me suis dit, en fait, j'ai pris ça comme une révolte, si tu veux. Donc, je me suis dit, OK,
Ou bien tu penses que je ne pouvais pas lancer? Donc, je vais lancer, je vais te montrer que... Voilà. Donc, j'ai pris ça comme un défi. Et donc, c'est comme ça, j'ai fait faire ma première affiche. Même si la première affiche, finalement, je n'ai pas payé le graphiste. Le graphiste n'était pas payé. Je lui ai juste dit merci de m'avoir aidé. Et il y avait une entreprise, Orifice Group en son temps. J'ai souscrit à une offre de, je crois que c'était 1500 ou bien 1250. Non, c'était 1500, ils m'ont fait une réduction de 500. OK. Donc, j'ai souscrit aussi à leur offre parce qu'ils partageaient dans les groupes. Et après, bon, franchement, je me suis attaquée sur mon téléphone à faire des publications everyday, à envoyer à tous ceux qui étaient dans mon Messenger. Voilà, je vous offre une formation en accessoires de mode. Qu'est-ce que vous apprendrez? Vous apprendrez à habiller des bracelets avec du pagne, avec une meilleure finition, des boucles d'oreilles avec du pagne, avec une meilleure finition. Et j'ai lancé mon premier atelier, le 4 novembre 2017. Et cette première formation, je l'ai mis à 2000. OK. C'était de 9h à 13h. D'accord. Voilà. Et donc, à l'issue de cette première formation, mais j'ai beaucoup communiqué. À la nuit, je ne dormais pas. J'envoyais un message aux gens. Mais ces gens-là, sont les gens de tes contacts où tu récupères les gens depuis Facebook, des choses comme ça? Non, je récupérais des personnes depuis Facebook. Il faut dire que franchement, c'est pas comme si j'avais une communauté de personnes, comme si j'étais constante sur Facebook avant de lancer. Non, je faisais rien de tout ça. Il faut même dire que c'était mes débuts réellement sur Facebook. Et voilà. Donc, voilà, j'ai juste lancé. Et, ta première formation, vous étiez combien? Il y avait combien de personnes? 23. 23 personnes. La 23e personne n'a pas payé. OK, donc 22. OK. Parce que ça faisait 2000 fois 22, ça faisait 44 000. Voilà, et je me rappelle que pour cette première, j'étais allée voir ma maman, plus de monnaie. Parce que, en fait, ça me faisait aussi... comment on appelle? C'était la période où je revoyais ma mère. Okay. Parce que j'ai eu la chance, je ne sais, on va le dire comme ça, de ne pas grandir avec elle. Même si ça a laissé des moments très douloureux. Très douloureux et de solitude. Mais voilà, ça rimait avec ce moment-là où je la revoyais et tout après plus de 20 ans. Wow. Ouais, après plus de 20 ans, donc... Et je suis allée la voir. Maman, j'ai lancé une première formation. Non, moi, je veux que tu me bénisses là. Et donc, c'était quand même un moment assez intéressant. Et elle m'a fait ses prières. Elle m'a dit, je te souhaite beaucoup de courage et tout ça, mais n'oublie pas de rester une personne assez intègre. N'oublie pas d'où tu viens et tout. Et donc, il y a j'ai presque les larmes aux yeux. Je ferai le point de ne pas les laisser tomber. Et ces moments-là m'ont permis, après, de me projeter aussi. Hein, parce que c'est vrai que c'était 10 minutes ou bien 15 minutes maximum. Mais ça m'a rappelé tout ce que j'ai vécu avant d'en arriver là. La vie n'a pas été très clémente. La nature n'a pas été très clémente. Mais j'aime quand même mon enfance. J'aime mon adolescence. Et j'aime où je suis aussi actuellement. Qu'est-ce que tu te souviens de... Oui, vas-y. Tous ces moments-là ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'après cette première expérience, je suis restée constante. Tu vois, et c'est cette constante-là qui fait qu'aujourd'hui, tu me reçois. Parce qu'après cette première formation, je crois que la deuxième formation, je l'ai lancée en janvier. Le temps de m'apprêter. Ou non, j'ai lancé une deuxième et j'ai pas eu beaucoup de personnes. Je crois que la deuxième, j'avais eu 2 ou bien 3 personnes. Et j'ai dit, oups, ça commence bien. Et donc, j'ai relancé encore une autre troisième. Et je pense qu'à ce niveau, j'ai eu 17 personnes. 17 ou 15 personnes. Et ça a continué. Parce qu'après cette formation de 2000, celle qui suivait, je l'ai mis à 5000. Et j'ai augmenté les tarifs dans le temps. Et de ateliers de 4 heures de temps, je suis passée à des ateliers, à des masterclass, je vais dire. Des masterclass de 3 jours. Et je suis passée à des formations continues de 3 mois, des formations de 6 mois. Et j'étais vraiment focus accessoires de mode. Franchement, focus. Et je faisais
que de l'habillage, c'est-à-dire je prends ce sac-là ou cette chaussure-là qui n'a plus de vie, pratiquement plus de vie, et moi je lui redonne une autre vie. Donc c'était ce que je faisais de manière très focus. Et après il y a des personnes qui venaient me demander, oui j'ai vu vos affiches dans la ville et tout, parce que bon je restais quand même dans la nuit pour faire des affichages. Mais aujourd'hui je fais plus ça. Okay. Je restais dans la nuit pour coller un peu partout et tout ça et tout. Et les personnes venaient, j'ai vu vos affiches dans la ville, est-ce que vous ne faites pas des formations en couture? Est-ce que vous ne faites pas des formations en couture? Franchement, je ne voulais même pas céder. Je ne voulais pas céder parce que je dis, mais non, il y a déjà beaucoup de personnes qui font des formations en couture d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup d'ateliers de couture déjà. Moi, je veux créer une école supérieure qui forme uniquement dans la maroquinerie. Mais un jour, je discutais avec un ami, fait, écoute, regarde le nombre de personnes qui viennent te demander. C'est de l'argent. Tu ne veux pas faire. Je suis que tu vas rester focus. Il y a ce que tu penses et il y a ce que le marché dit. Essaie de faire attention à ça. Et donc, je dis, mais c'est quand même vrai. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et donc, j'ai lancé le concept apprendre la couture de A à Z. OK. Et ça, c'était sur 1 an. Et mes premières formations, c'était à 150 000. Tu t'imagines, ma première rentrée, j'ai eu une personne. Ah ouais. Avec toute cette demande-là, c'était en octobre 2018. Quand vous n'avez pas formation, mais je lance, c'est une seule personne. Quand il s'agit de payer, la personne est plus là. Une seule personne. Et j'ai dit, bah non, on va gérer. Sincèrement, je ne peux pas te dire par où l'énergie passait. Je ne sais pas comment ça venait, mais j'avais la facilité à dire, reprends encore. Et cette première inscrite qui m'a écrit, je l'ai écrit tout gentiment. J'ai dit, bah, madame, écoutez, pour des raisons logistiques, moi j'en ris, mais moi aujourd'hui, nous avons reporté la formation qui débutera tel jour. Il dit, ah, mais moi elle a dit, c'est une dame, elle a dit, ah, mais moi j'étais déjà prête et tout. Ah, vous êtes sûre? Je veux pas aller à la directrice. Je dis, j'ai dit, non, mon gars, tu veux pas aller à la directrice, pas J'ai dit non, j'essaie de la rassurer quand même du mieux que je pouvais. Elle a dit ok, d'accord. Et j'ai continué la communication. Et j'étais tout le temps sur mon téléphone à répondre aux prospects qui prenaient des renseignements, essayer de trouver des accroches pour les intéresser. L'objectif, c'est inscrivez-vous. Donc, après, je crois que j'ai eu de 1, je suis passée à 10. Wow. Oui, de 1, je suis passée à 10 avant de lancer avant de commencer. La première promotion. Première promotion, voilà. Et je faisais des rentrées chaque mois parce que il fallait payer le loyer. Ouais. Parce que à un niveau, en fait, en démarrant, je sais même pas comment ça s'est fait, mais en démarrant l'entrepreneuriat, je quittais la maison. J'avais décidé de quitter aussi la maison. Donc, en fait, tu vois, il y a des charges pour lesquelles il ne faut pas... En fait, tu t'es vraiment carré et tu te dis, je ne pouvais pas me permettre certaines choses. Et tu sais, pour payer mes premières avances là, que mon papa me pardonne, mais j'ai pris mes frais de scolarité de la 3e. Tu as pris les frais de scolarité de la 3e année pour aller payer l'avance pour... J'ai fait ça. Waouh. J'ai fait ça. Je ne l'ai jamais dit devant une caméra. Donc, c'est... Mais tu croyais vraiment en fait à fond au projet? Je te dis. Et tu sais, parce que il y a aussi... Tu sors de la maison, tu es une femme. Il faut que tu reviennes et... Ah, mais Lady Boss. En fait, tu n'as pas droit à l'erreur. Surtout quand tu regardes l'éducation que tu as reçue. Ah, ma sœur. Mais parlons en fait des femmes. Toi, en fait, qu'est-ce qui a été compliqué en tant que femme en fait pour t'imposer dans le domaine en tant qu'entrepreneur? Franchement, qu'est-ce qui a été compliqué? Il y a déjà l'acceptation des pères, mais je suis restée... Ce qui m'a aidée, c'est vraiment la constance. C'est l'acceptation des pères. Parce que je n'étais pas dans le secteur de la mode. J'ai fait des études et tout ça, mais il fallait
En fait, c'est tout comme si Prouver elle sort ta d'où? légitimité. Voilà, prouver ma légitimité. Elle sort d'où? C'est qui? Et j'écoutais certaines personnes disaient, ah, écoutez, dans peu de temps, maintenant, ça va s'éteindre et tout. De pareil, donc j'ai dit, vous ne savez pas pourquoi moi j'ai démarré. Moi, je suis là, franchement, pour rester. Et, mais dès le départ, est-ce que tu savais, toi, que tu voulais créer en fait une grosse structure comme ça? Non, c'est ça, je te disais, j'étais focus sur créer une marque. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que c'était pas, après une étude, après réflexion, je me dis, c'est pas la marque qui était importante, c'était d'abord satisfaire ce besoin-là. Le besoin qui est là. Ce besoin, j'ai été victime de ce manque de formation complète, structurée comme je voulais en maroquinerie. Et je dis, ben voilà, il faut que je sois la dernière personne qui l'ait vécu. Et donc, c'est comme ça. Et quand j'ai commencé avec l'école, en fait, c'était clair. Avant, c'était école EDAM, école de design et d'accessoires de mode. Okay. Mais après, je dis, mais ça, c'est trop limite. C'est pas ce que je veux. Je veux une grande chose. Et j'écris école supérieure de design et d'accessoires de mode. Mais le truc, j'avais pas tout ce qu'il faut pour créer une école supérieure, une université. Et donc, je suis revenue dans mes réflexions. Et au lieu de école supérieure, c'est école de stylisme, de design et d'accessoires de mode. Et voilà, j'ai essayé d'améliorer le contenu de formation. Au début, c'était moi-même, mais après, j'ai dû prendre des spécialistes. J'ai fait venir même certaines personnes pour améliorer, pour voir en fait le contenu pédagogique que nous avons, pour l'adapter aussi aux réalités du terrain. J'ai recruté des professionnels qui enseignent les cours. J'ai accompagné des étudiants qui étaient venus pour se faire former à aller au-delà de je finis, je crée juste un atelier et tout ça. Je les accompagne également dans la transmission de connaissances. Donc oui, ESDAM aujourd'hui forme mais également consomme ces produits dans toutes ces dimensions. Hein. Même dans mes ateliers Michel Desguenons, vous allez retrouver des étudiants de ESDAM. Voilà. Même dans le showroom Michel Desguenons, oui. À des périodes où nous avons des activités qui demandent beaucoup plus de corps messieurs. Il y a déjà des personnes que j'avais repérées en étant en formation qui ont fait de petits stages avec moi sur le volet commercial et tout ça que j'essaie de rappeler quand le besoin se fait sentir. Donc, voilà. Du coup, en fait, toi, si je comprends bien, tu te dis, bon, ok, tu travaillais. Quand tu as commencé en fait, à travailler, tu voulais en fait, en gros, préparer ta sortie, concrètement. Est-ce que c'est ça? Oui, disons que j'ai en mode, tu voulais pas qu'à la sortie, quand tu auras ton diplôme, tu commences à chercher du boulot. Oui, quand je me faisais former, oui, exactement. Donc, et je n'allais pas trouver parce que je n'avais pas l'expérience. Exactement. Du coup, là, tu as commencé dans le milieu en fait, professionnel et tout. Très Ensuite, c'est avec ce parcours, en fait, tu t'es retrouvé dans un domaine en fait, de la mode et tout. Tu te dis, bon, ok, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne. Tu commences à faire des recherches, tu as voulu en fait, te former en fait, dans le domaine. Tu remarques en fait, bon, dans l'objectif de lancer ta marque, là, tu remarques en fait qu'il y a un besoin, genre, tu souffres pour avoir la formation. Après, tu te renseignes autour de toi, tu dis, bon, ok, tu voulais faire un truc, est-ce que ça pourrait intéresser des personnes? Il y a de la demande qui est là, tu dis, vas-y. Tu n'as pas attendu, en fait, que tout soit parfait. Tu lances ton premier truc rapidement, que tu factures à 2000, en fait, par unité. Tu te dis, bon, vas-y, pourquoi pas? Tu es tout contente et tout. Et ça te rassure. Et tu essaies, en fait, d'augmenter, d'avancer, en fait, avec la régularité. Comme tu l'as dit, c'est la régularité qui t'a permis, en fait, d'atteindre, en fait, où tu en es aujourd'hui. Et donc, en évoluant, tu n'as pas oublié un truc très important qui est en fait le marché. Toujours comprendre en fait le marché. Oui, donc, ok. Une petite pause pub qui va vraiment te faire plaisir. Alors, si tu es un dirigeant d'une PME, d'une TPE, d'une start-up ou d'une marque et que les sujets de structuration, de délégation et de sortie de l'opérationnel te parlent parce que tu en as marre que tout repose sur toi et que tu veux des process clairs pour déléguer, te développer proprement, pour avoir du temps pour toi et pour ta famille, comme notre invité
l'activité d'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Clique sur le lien en dessous, remplis le formulaire parce que c'est exactement ce service que mon agence propose. Nous accompagnons des structures à mieux se processiser, mieux déléguer et accélérer leur croissance grâce au digital et grâce à l'IA. Notre objectif, il est simple, t'aider à accélérer ta croissance et faire tourner ton business sans toi. Donc, clique juste et remplis le formulaire et on va continuer notre épisode dans la bonne humeur. Donc, toi, tu as dit à un moment donné, tu as décidé par exemple de quitter la famille, tu as quitté en fait la maison et tout. Et c'était aussi, quand tu as lancé en fait l'école, est-ce que tu as pris en fait un local en physique en même temps? Oui, tu ne pouvais pas... Déjà, quand je lançais les formations, j'avais loué. Je ne vais pas dire passer, loué un local pour des formations ponctuelles. Non, de manière ponctuelle. Ponctuelle, d'accord. Oui, d'accord. de manière ponctuelle. C'est de manière très ponctuelle, par heure, des trucs comme ça. Mais après, j'ai eu l'opportunité de voyager, d'être sollicitée par, des entrepreneurs burkinabés qui m'ont sollicité pour une formation. Et donc, une fois sur le Burkina, j'ai fait Ouaga, j'ai fait Bobo, j'ai fait Koudougou. Donc, on a fait un tour de ville où, là, on a formé 150 jeunes. Et la formation, c'était à 15 000. OK. Donc, j'avais ma part. Quand je suis revenue, j'ai quitté le local que j'avais loué avec les frais de scolarité de la 3e année. Non, mais j'ai fini la licence. J'ai fini la licence. OK, c'est rassurant. Non, j'ai fini la licence après le master. Non, bien sûr, j'ai fini la licence. Mais ça a été chaud. Et donc, j'ai quitté ce local-là pour prendre un local un peu plus grand. Un peu plus grand où, en ce moment, je pense que j'étais à 2 pièces et un salon. Et je me retrouvais à 110 000 de charges locatives. Voilà. Donc, c'est là que j'ai commencé les formations de couture. Mais avant ce local-là, c'est que il y avait l'autre local qui avait servi, comment on appelle, d'appart, on va dire ça. Et je faisais des formations de 3 mois, de 6 mois et tout ça. Donc, quand j'ai voyagé, j'ai eu beaucoup plus de sous. J'ai voulu agrandir, vu la demande de formation en couture et tout ça. Donc, je me disais, je vais lancer la formation en couture et je maintiens toujours la formation en accessoires de mode. Et pendant cette période-là, tu faisais toujours des lancements, les rentrées chaque semaine et chaque mois? Chaque mois. Mais la durée de la formation, si c'est sur 1 an et toi, tu fais des rentrées chaque mois, comment tu gérais ça? C'est la question. Je t'explique. Alors, j'ai fait ça... Je fais ça parce que quand tu dis chaque mois, c'est pas 20 personnes qui te viennent. OK. En ce moment-là, quand tu dis chaque mois, c'est pas 20 personnes qui te viennent. C'est peut-être 2 personnes qui se rajoutent aux 10 qui étaient là et une personne commence par être absente. OK. Tu vois, et 2 autres personnes se rajoutent. Donc, en fait, c'est resté jusqu'à la fin de l'année. Au total, je me retrouvais avec 15-17 personnes. Okay. Malgré le fait qu'il y a eu chaque mois des lancements, des lancements pour une nouvelle formation. Mais je me rassurais en fait d'apprendre, de respecter le programme. Parce que il y a une chose dans laquelle je suis très à l'aise, c'est de prévoir à la minute ce que tu vas faire. OK. Je suis très à l'aise avec ça. Donc, j'avais écrit jour 1, 4 de 9h à 13h, ce qui se fera. Jour 2, jusqu'à la fin des 12 mois. Wow. Tu vois, et je l'ai encore même. Donc, c'était clair, du coup, quand il y a 2 personnes qui viennent, en fait, tu commences de ce niveau. On essaie de te faire des cours de recyclage pour que tu puisses te rattraper pour atteindre le niveau des autres. Atteindre le niveau des autres. Et comme, en fait, les cours, je les mettais juste en demi-journée. OK, je vois. Donc, c'est de 9h à 13h. Donc, les autres jours, moi, j'ai de disponible pour pouvoir t'aider. OK, je vois. Tu vois? Donc, voilà. Ça faisait un peu des accompagnements en mode personnalisé pour pouvoir les aider à rattraper en fait leur retard. Exactement. Wow. Exactement. C'était la stratégie qui a été mise en place. Mais toi, à ce moment-là, comment tu gérais? Est-ce que tu avais du temps pour toi? Tu arrivais en fait à te reposer, à profiter? Non, très honnêtement, non. Non, parce que, tu sais, quand j'ai fini la formation en accessoires et quand j'allais lancer celle en couture, j'avais des notions basiques
pas approfondi, par exemple, dans la réalisation d'un corset. Donc, il fallait approfondir ces notions-là avant d'en venir. C'est moi qui ai écrit le programme. J'ai dit, on fera ça. Donc, il fallait très vite se mettre au pas. Tu allais pour te former et venir. Former à nouveau. Waouh. Et à ce moment-là, est-ce que tu pratiquais toi-même? Je n'avais pas le choix. Parce que, en fait, on n'était pas nombreux dans la boîte. On était moi et moi seul. On n'était pas nombreux. C'est pas comme s'il y a quelqu'un d'autre qui va faire le job pour toi. Non. Et donc, en fait, j'avais pas le choix. Je faisais, après avoir fini de communiquer, je prenais le téléphone, je répondais moi-même. Quand les clients venaient, je les recevais moi-même. Après ça, la formation, puis je suis encore là-bas. Et je pratiquais, j'avais une machine et j'étais tout le temps sur la machine en train d'essayer les modèles, en train d'acheter des tissus et ça ne marchait pas. Quand tu sors, quand les étudiants finissaient, ils rentraient, moi je dormais même dans le local. Le local. Oui, voilà. Donc, quand ils partent là, moi, j'ai tout le reste de la nuit pour m'apprêter et tout. Et heureusement que mon père m'a appris à me lever très tôt. Donc, à 5 heures déjà, tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, Donc, j'étais déjà habituée à me lever très tôt. Donc, voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Je peux me coucher à minuit, à 2 heures. Ce qui est sûr, ça va te réveiller à 5 heures. Il n'y avait même pas de réveil. Toi, mais tu savais que tu ne pouvais pas dormir plus. Donc, oui, voilà, j'essayais de pratiquer à chaque fois. J'avais une machine et j'étais tout le temps sur la machine pour pouvoir m'adapter très vite et tout ça. Et également, j'ai quand même eu des formateurs qui ont compris ma démarche. Parce que tu sais, quand je suis allée vers les formateurs, là, j'ai dit, hey, monsieur, je vous explique. Moi, voici ce que j'ai déjà mis en place. Voici ce que je connais et voici ce que je voudrais connaître. Et quand je quitte ici, voici ce que je vais faire avec ce que vous m'apprenez. À la première discussion, le monsieur n'était pas d'accord. Il dit, non, le temps que tu voudrais, c'est pas possible. Et tout, j'ai dit, monsieur, c'est possible. Je me connais. Voici ce que j'ai appris à faire dans peu de temps. Et donc, quand je vous dis c'est possible, c'est que je suis capable de le faire. Et donc, il a dit, OK, donc on a commencé. Et voilà, donc, de fil en aiguille. Et dans la suite, j'ai négocié avec lui pour qu'il puisse venir. Mais c'est à quel moment, en fait, tu t'es dit, OK, j'ai un là qui me peut faire venir le professeur même qui va donner? C'est quand j'ai eu beaucoup plus d'étudiants. C'est quand, dans la deuxième vague, je pense que tout de suite pour le démarrage des cours, j'ai eu 25 personnes. OK, tu as compris que ça devenait beaucoup plus sérieux. Voilà, donc j'avais quand même des ressources pour pouvoir payer et tout. Parce que ça faisait 150 000 en son temps-là. Et voilà, donc je pouvais gérer. Et après, j'ai espacé les rentrées. Au lieu de faire chaque mois, je suis passée en trimestre. En trimestre, OK. Maintenant, c'est tout autre chose. Je suis passée à 2 rentrées l'année. Il y a une rentrée en début d'année, il y a une rentrée en fin d'année. Voilà. OK. Et quand tu te formais et que tu allais pour former directement, les personnes autour de toi, les experts, les gens du métier, comment en fait toi tu réagissais par rapport à eux? Comment eux réagissaient par rapport à toi? Est-ce que moi je m'approchais d'eux? Même pas. Moi, j'étais tout le temps en mode, voilà, tu as lancé quelque chose, il faut que tu te concentres sur le truc et tout ça. Franchement, j'étais comme ça. Et franchement, je me disais, si tu veux apprendre, tu as tout ce qu'il faut, mets-toi à l'œuvre et voilà, tu vas apprendre et tout ça. Et c'est dans la quête de formation plus approfondie que j'ai découvert... Je pense que je me souviens bien que j'ai découvert un autre formateur qui m'a appris une autre manière de faire les coupes de manière plus structurée. Oui, voilà. Oui. Il s'appelle... Je dois donner son nom? C'est comme tu veux, en vrai. Ça le fait de la publicité. Ça le fait de la pub, c'est clair. Bon, ça ne gêne pas. Hein. Donc, après, il s'appelle Fil Création. Donc, avec lui, j'ai appris autrement les méthodes de coupe de manière plus simple et tout ça. Donc, voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé par connaître des acteurs de mode. Et les gens ont commencé par me solliciter
Est-ce que vous pouvez animer telle activité, atelier, merci, tel atelier pour nous. Voilà, est-ce que vous pouvez venir partager votre expérience? Au début, ce n'est pas quelque chose que j'aimais parce que je dis, vraiment, je me retrouvais dans les caméras et tout. Bon, bref, mais quand ça parlait de partage d'expérience, surtout inspirer les gens pour qu'ils n'abandonnent pas. À ça, je suis prête. Si c'est pour que les gens n'abandonnent pas, je dis, mais voilà, oui, ça, c'est ça. C'était compliqué, en fait. Mais quand c'est commencé par parler de sa personne, je voulais tout le temps me retirer et tout ça et tout. Bon, bref, voilà. Et même très tôt, je pense en 2018 aussi, j'ai été sollicitée par la BMS. C'était une dame qui m'a contactée et tout. Ça m'a beaucoup aidée parce que c'était des formations dans des régions éloignées. Pour Bessakété. J'ai travaillé avec des organisations de jeunes, la Jeune Chambre internationale, Révier et tout ça. Donc, ça m'a permis aussi de faire vraiment, c'est pas la propagande, je peux dire, de la formation en accessoires de mode. Okay. Voilà. Donc, ça m'a aidé et ça a également participé à ce que j'ai une liste de prospects assez fournie et intéressés par les formations. J'étais vraiment ouverte, même si tu ne me payais pas, moi, ce n'était pas un problème, mais j'étais ouverte à venir partager un moment créatif avec des femmes, avec des jeunes, peu importe le sexe. Voilà, je me laissais très facilement aller à ça. Donc ça a contribué aussi à ce que les gens me connaissent. Développer aussi ta légitimité, ta notoriété et puis ta visibilité en fait dans le secteur. Exactement. Ok. Et ESDAM en fait qu'on connaît aujourd'hui, comment c'est structuré? ESDAM aujourd'hui est structuré en deux. Il y a la formation professionnelle et il y a la formation technique. La formation professionnelle, dans ça, on va retrouver plusieurs filières. On va retrouver le stylisme, le modélisme, la maroquinerie, la cordonnerie et le management de mode qui débute le mois prochain. Okay. Voilà. Et dans la formation technique, on va retrouver seconde, première, terminale, où à la fin, vous avez un DT en métier mode vêtements. Et la bonne nouvelle est pour bientôt pour le next step. OK. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve sur 4 différents sites. Okay. On est dans le nord du Bénin, on est dans l'Atlantique, à Calavi, et on est dans le littoral avec 2 sites. Wow. Voilà. Donc, la petite chose que tu avais commencé tout doucement à 2000 la formation, maintenant il y a 4 sites et tout. Chaque année, vous formez à peu près combien de personnes? Aujourd'hui, en moyenne, aujourd'hui, ESDAM est à près de 800 étudiants sur tous les 4 sites. Je vais dire ça comme ça, je ne vais pas dire par rentrée. Les calculs et tout. Ouais. Non, mais en fait, c'est une bonne chose parce que là, quand on voit en fait la façon dont tu expliques d'où tu es parti, de base, c'est pas comme tu as vu en fait une formation dans ce domaine, tu étais passionné, tu as essayé en fait de te former. Au début, ça n'a pas été facile, tu t'es donné en fait les moyens en fait de transformer cela et tu es resté focus, avancé en fait sur ce que tu avais à faire. Et aujourd'hui, voilà, la structure en fait, elle est là. Oui, oui. Et en fait, quand je dis près de 800, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui viennent pour des masterclass, tu vois. Il y a des personnes qui viennent pour des formations de courte durée, tu vois. Il y a ces personnes-là qui nous sollicitent pour des renforcements de capacité. Donc, il y a toutes ces personnes-là. Quand je fais le point, voilà, on atteint ça. Mais dans tout ça, en fait, c'est à partir de quel moment tu t'es dit, OK, il faut que je retourne à l'origine où je voulais créer, en fait, ma marque. Ouais. C'est tellement terrible. C'est au niveau de... C'est quand vous appelez ça? La pandémie, là. Ah, Covid. Covid, voilà. C'est en 2019 que j'ai démarré tout petitement. Ah ouais, ça, tu avais un rêve, il ne faut pas, franchement. Bon, mais en 2020... Il y a eu ces trucs-là où le gouvernement avait interdit l'ouverture des écoles. Donc, tu vois, je me retrouvais chaque matin, je me lève dans l'école, je tourne et je ne fais rien. Et je me dis, mais pourquoi ne pas recommencer avec ce truc-là? Pourquoi ce rêve-là, ou que tu projettes dans longtemps, pourquoi ne pas démarrer? Pourquoi ne pas utiliser ces heures creuses-là? Et j'ai recommencé encore avec le cuir et tout ça. Je ne suis plus allée sur les habillages. J'ai
préféré faire de la production. Ok. Donc, j'ai commencé avec les patronages encore à nouveau et tout, le cuir. Je faisais des essais qui, bon, ça, j'étais pas forcément satisfaite. J'ai trouvé après un matelassier avec lequel j'ai commencé par travailler. Je l'ai fait venir chez moi et on essayait plusieurs types de sacs. Et à un niveau, j'ai dit, bon, là, on a fini les essais, c'est bon, on va lancer ça comme ça. Et avec le temps, on va s'améliorer, on va affiner la qualité des produits, ainsi de suite. Donc, les premiers sacs, c'était franchement en pleine pandémie. Mais quand je réfléchis, je dis, mais comment en pandémie tu lances un sac? Mais, Personne ne sort. mais tu lances ça. Mais il faut quand même dire que c'est une période, je ne regrette pas parce qu'il y avait eu... Les gens en prenaient. C'était des sacs quand même à très bas prix, des sacs de 10 000, des sacs de 15 000. C'était des chaussures que je faisais avec du pain tissé, des chaussures à 5 000, à 7 000, tu vois. Et bon, ça partait et ça m'encourageait et tout ça et tout. Donc voilà, en fait, quand je commence quelque chose, j'aime finir. Ouais. J'aime aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, et vraiment, je sais pas, je pense que Dieu m'accompagne et j'ai toujours l'énergie nécessaire pour rebondir et tout ça. Parce que dans cette période, tout n'était pas rose et il y avait des retours clients qui, oups. Ça faisait mal. Ça faisait mal. Franchement, ça faisait mal. J'ai dit, ah, ok, d'accord, on va réessayer. Je trouvais la manière de calmer le client. J'ai dit, ok, d'accord, on vous reprend. Moi, j'étais prête à reprendre même le sac à zéro pour rien du tout. Hein. Je dis, ok, je vous reprends ça et tout. Il n'y a pas de souci. On va le faire à nouveau. Et mon objectif, c'était uniquement de satisfaire le client. Donc, ça a continué. Et le 7 octobre 2020, finalement, il y a eu... le showroom qu'on a mis en place à Kadiemou, en face de Home Hotel. Et là, j'avais créé Michel Deguenon, prêt-à-porter. Et tu sais, quand j'ai lancé la marque, je crois que à peine 4 mois après, parce qu'à la fin de l'année, je faisais le point, je me disais, mais c'était pas comme ça que je devais la lancer. Il fallait en fait améliorer un peu l'identité, il fallait une vraie marque, une stratégie sur un long terme. Franchement, il faut que je réfléchisse encore un peu plus. Et donc, c'est là que j'ai commencé par chercher des personnes qui pouvaient m'aider, des personnes qui pouvaient repenser encore la chose plus que moi et tout. Et bon, voilà, je suis tombée sur ces différents consultants qui m'ont aidé non seulement à penser à nouveau la stratégie, non seulement à repenser également l'identité de la marque et tout ça. Et donc, en 2023, j'ai eu à fermer un moment le showroom pour travaux. Voilà, donc on a travaillé sur l'identité en elle-même, l'identité de la marque en profondeur, le positionnement, la personnalité, le ton et tout ça, la qualité des produits surtout. J'ai voyagé, j'ai fait venir des personnes, j'ai sollicité des personnes et tout. Donc, je suis vraiment repartie en arrière, faire un travail de fond pour revenir. Et je pense que à la réouverture, ça a fait quand même de bons chiffres. Ça a fait quand même... ça nous a permis d'avoir une qualité meilleure, enfin en tout cas 10 fois meilleure que ce qu'on offrait en 2020. Et également la qualité des clients que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup mieux comparé à ce qu'on avait. Et leur pouvoir d'achat également. Il y a des clients qui sont restés depuis qu'on a commencé, qui nous ont toujours soutenus et aujourd'hui... porte fièrement la marque et en parle spontanément et tout ça. Donc voilà. Pardon, ne demande pas le chiffre d'affaires. Pourquoi personne n'aime parler de chiffres? Pourquoi personne n'aime parler? J'ai déjà fait l'effort de parler du nombre d'étudiants à Etam. Aujourd'hui, comment tu arrives en fait à gérer les deux structures? Parce que là, aujourd'hui, quand on essaie en fait de voir le prêt-à-porter, c'est quand même une structure assez solide et tout. Et vous êtes sur 4 sites que tu as dit actuellement. Comment tu arrives à gérer? L'école. Oui, et l'école, oui. Les deux combinés en fait. Comment aujourd'hui tu arrives à te structurer pour gérer tout ça? Franchement, ça reste un travail continu sur lequel je travaille. Et après, quand tu es très emporté dans ce que tu fais, bon,
tu te retrouves. Alors aujourd'hui, avec Esdam, qu'est-ce que j'ai fait? Sur les différents sites, j'ai des coordonnatrices de sites. Donc, ça permet déjà de conduire l'équipe en présentiel qui est là. Et on a des plans d'action déjà tout fait pour toute l'année. C'est vrai qu'on essaie de réadapter en fonction de l'évolution du marché, s'il y a une nouvelle donne à intégrer et tout ça. Donc, les activités à effectuer sont connues avec les dates sur tous les sites. L'objectif à atteindre, c'est connu de tout le monde. Et donc, chacun essaie de travailler pour l'atteinte des objectifs. Voilà. Et avec l'atelier, avec la marque Michel Deguenon, c'est deux choses. Il y a le showroom et il y a également l'atelier. Donc, on essaie... Au début, j'allais avec... comment on appelle, des commandes sur mesure. Mais aujourd'hui, on a vraiment revu ça. Et c'est du prêt-à-porter, surtout pour les sacs. Okay. Avant, je pouvais prendre, si la personne a un modèle de sac, le prendre et le réaliser à la mesure. Mais aujourd'hui, franchement, pour la rentabilité du business, ça ne nous arrange pas aujourd'hui. Et donc, on est vraiment sur du prêt-à-porter pour les sacs. Et pour les chaussures, voilà, on essaie de... On le fait toujours sur mesure. Parce qu'il y a des personnes qui chaussent des tailles assez spéciales. Quelqu'un qui... On ne fait pas généralement du 46, mais il y a des personnes qui viennent avec du 46 à porter. Donc, il va falloir forcément le faire sur mesure et tout ça. Donc, il n'y a que sur les chaussures qu'on essaie de faire du sur-mesure. Et pour me faciliter également la gestion, on fait des productions en quantité. On sait que oui, cette année, on a décidé par exemple de dire, je dis n'importe quoi, on veut vendre 2 sacs d'âme, 200 sacs d'âme. On veut vendre 200 portefeuilles. Donc voilà, on oriente la production dans ce sens-là et tout ça. Donc, ça permet également de souffler, ça permet également de gérer en fait la main-d'œuvre et tout ça. Ils ne sont plus là continuellement jusqu'à la fin de l'année et tout ça. Donc ça me facilite un peu plus la tâche, mais après, il y a les défis quotidiens qui ne manquent pas. Donc, il y a des journées où tu te vois à réfléchir sur tous les 4 sites et sur les 2 autres sites de Michel Deguenon. Ton cerveau tourne à 360 degrés, tu as envie de pleurer. Moi, il m'est déjà arrivé une fois en plein atelier, là, j'avais envie de couler les larmes. Je suis sortie de l'atelier, je suis rentrée dans ma voiture. J'ai pleuré à chaudes larmes et je suis rentrée. J'ai essuyé, je suis rentrée encore dans l'atelier et j'ai repris encore avec les gars. Donc, franchement, j'arrive à gérer avec le système qui a été mis en place, mais il y a des choses instantanées où ça te tombe dessus et bon, voilà. Tu te retrouves à gérer l'école en même temps, à solutionner les défis de l'école et à solutionner les défis de l'atelier et du showroom. Maintenant, pour terminer, il y a un jeune qui a envie de se lancer aujourd'hui, quel est le plan d'action que tu pourras le partager concrètement? Le plan d'action. Mais avant de partager un plan d'action, franchement, je vais lui demander d'avoir de la constance. Tu vois, d'avoir de la constance. Peu importe ce qu'on veut faire. Même si tu as si tu prévois te marier, il faut avoir de la constance dans l'amélioration de ta personne. Voilà. Donc, je leur recommande d'avoir de la constance dans les actions, même dans les plus petites actions. Et maintenant, si on va parler de plan d'action, je vais dire franchement, la première des choses, c'est de définir l'objectif. De définir l'objectif. Peut-être vision, c'est peut-être déjà trop dit parce que... mais l'objectif que tu veux atteindre. L'objectif, et après avoir défini les objectifs, énumérer les différentes tâches qu'il faut ou que tu dois faire ou que cette personne-là doit faire pour pouvoir les atteindre. Même les plus petites, même si c'est appeler Is et lui demander qu'est-ce que vous pensez de telle chose et tout ça. Les plus petites choses, de les énumérer. Et après, maintenant, de faire l'état des lieux de ses compétences, de ses connaissances et de ses compétences. Parce que les connaissances aussi sont importantes. On ne développe qu'une entreprise à la hauteur de ses connaissances. Voilà, donc il fait l'état des lieux de ses connaissances et de ses compétences. Et après, il se lance et il reste constant. Il reste constant. Mais franchement,
Et la constance, c'est la clé. C'est la clé. Et surtout, qui ne se laisse pas emballer par les premiers millions. Moi, ça ne m'a pas emballé, sincèrement. À la limite, quand j'ai fait le premier million, je voulais que ça ne bouge même pas. Tu veux plus que ça descende. Je t'ai dit. Quand ça a descendu, j'ai dit, il faut que je travaille encore dur et tout ça. Donc, qui ne se laisse pas emballer par les premiers millions, par les premiers feedbacks glorieux et tout ça, parce que si tu ne sais pas faire très tôt, c'est quelque chose qui peut te faire dévier de l'objectif. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup en fait pour tout ce que tu as partagé. Ton histoire est hyper, j'ai envie de dire en fait inspirant dans le sens où en fait tu es vraiment partie petit à petit, tu es restée constante pour créer aujourd'hui en fait l'empire que tu es en train de développer. C'est juste incroyable. En tout cas, en dessous de cette vidéo, je mettrai en fait les liens vers vos différentes plateformes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup à toi aussi, Honoré. Merci pour ce travail que tu fais qui met en lumière les entrepreneurs de l'Afrique. C'est tout bénéf pour nous également en tant qu'entrepreneurs et je ne peux que souhaiter beaucoup de courage pour les personnes que tu veux, Écoute, on est dedans. que tu veux rencontrer et voilà quoi. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous, on va continuer par travailler pour améliorer déjà ce qu'on fait. Voilà, parce que ça ne fait que commencer. Ça fait plaisir. Merci. En tout cas, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup.